Les couleurs de la mémoire, chronique des vies parallèles que l'on croise et que l'on retient. Il a toujours été bien entendu avec Madame ma CPE que l'art était une chose primordiale. Je savais qu'il fallait que nous parlions d'art. Cependant, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle le pratiquait. Les moments hors enregistrement faisant aussi partie du processus, elle m'a montré ses œuvres, son travail, raconté ses visions, sa pratique. Elle m'a parlé musique, littérature, et finalement assez naturellement ça s'est découpé en 2 sessions d'enregistrement. La première, que voici, où nous parlerons du lien entre l'art et le rêve, qui est très présent chez elle, avec entre autres la couleur, la musique. Il s'agit ici avant tout d'un art issu de la culture légitime, dont certaines références, certains noms seront évoqués. Je vais faire ici un petit glossaire que je mettrai en description du podcast. N'hésitez pas à vous y référer si quelque chose n'est pas clair. Vous retrouverez donc quelques noms comme Wagner, Grieg, Verdi, Schubert, Schumann, qui sont des compositeurs européens de musique classique dispatchés entre le 19 et 20e siècle. Des œuvres comme Tristan et Iseult de Wagner ou Salomé de Richard Strauss. Ou encore sera évoqué Bayreuth, qui est le festival créé dans la ville du même nom par Richard Wagner en 1876 pour jouer ses œuvres. Il existe toujours et se tient tous les ans avec de nouvelles interprétations. La deuxième partie sera portée vers la littérature, la poésie et la peinture, dans un second temps. Les couleurs de la mémoire, épisode 5, l'art et le rêve. Donc, vous avez commencé quand votre pratique artistique ? Alors, il y a une différence entre la pratique artistique et mon goût pour ce que l'on pourrait nommer, de façon très restreinte, la consommation des produits culturels. Eh bien, aussi bien la consommation des produits culturels que, on va dire, la pratique artistique, j'ai l'impression que je suis née avec. Dès que j'ai accédé aussi loin que mes souvenirs puissent remonter, j'ai toujours eu une pratique artistique et j'ai toujours eu un goût immodéré pour, alors là on va parler non pas de la culture philosophique, de la culture, essentiellement la culture artistique. Dès toute petite, j'avais un rapport assez difficile au monde, qui pouvait paraître difficile parce que je voyais que je n'avais pas le même rapport au monde que les autres. Très petite, je m'en suis aperçue. En fait, j'avais fait mienne, vous savez, le fait que ce n'est pas l'art qui imite la nature, mais c'est la nature qui imite l'art. Donc je m'apercevais bien que je ne voyais pas le monde, ni n'entendais le monde comme les autres. Dès petite, j'ai été confrontée à l'art. Que ce soit pictural ou musical. Et ce qui est toujours en moi. C'est-à-dire que je sais très bien que je ne vois pas le monde et que je n'entends pas le monde comme tout le monde. Vous avez la sensation qu'il y a un tout le monde ? Oui, quand même. Comment ça se fait ? Je ne sais pas. Je vois qu'il y a un hiatus. Quand est-ce que vous en êtes rendu compte ? Toute petite. Toute petite. Il y avait un hiatus. Vous voyez par des réactions, par des... Oui. Ouais. Je voyais que je n'étais pas comme les autres. Comme la majorité des autres. Ouais. Je percevais une grande différence. Je me sentais comme très isolée. Et ça pour vous, c'est un vecteur artistique ? Oui. C'était concomitant. J'étais... à la fois, j'étais très, très active, mais j'étais une contemplative. Très petite. Et j'étais surtout dans ce que j'appelle mon monde. Mon monde. Et la façon dont je percevais le monde était, et toujours, je dis était parce que là on parle de l'origine, était un rapport, j'étais très sensible à la couleur, j'étais très sensible au son,
dès toute petite. Et je restais dans la contemplation et je savais que ce que je voyais, ce n'était pas ce que mes camarades voyaient. Je savais que je n'entendais pas ce que mes camarades entendaient. Vous vous perceviez à la marge? Oui, Est-ce que vous pensez que l'art est l'aboutissement d'un processus marginal? peut-être pas l'aboutissement, mais c'est concomitant. Là encore, je vais utiliser le même terme, c'est concomitant. C'est peut-être issu, alors là, je n'avais surtout pas, parce que je suis pas freudienne, hein, pas freudienne pour dessous, mais vous voyez quand Freud estimait que les artistes étaient en fait des psychopathes, hein, mais que la réalisation artistique leur permettait d'évacuer leur psychopathie, dans la mesure où ils réalisaient des œuvres, et que ça, c'était ce qui leur permettait de ne pas sombrer dans la démence ou dans la psychopathie. Quoique je ne sois pas freudienne, je pense que l'art et la façon dont je percevais ce monde-là, le monde, était une sorte d'armure pour survivre. Contre le monde réel. Contre le monde réel, oui. Et ça continue d'être votre rapport avec l'art? Oui, D'être une armure? oui. Maintenant, ce n'est plus une armure, parce que je n'en ai plus besoin. Mais maintenant, c'est vraiment le monde dans lequel je vis. C'est un rapport sensible? Oui, à part des grands malheurs, hein, par exemple la mort de mes parents, je ne pleure jamais. Je ne pleure jamais sur ma propre souffrance. Je ne pleure jamais, Vous pleurez devant sa représentation? mais je pleure même pas. Je pleure toujours devant l'art. Oui, parce que l'art représente parfois la douleur, parfois représente... Non, c'est l'émotion esthétique qui me fait pleurer. C'est l'émotion esthétique. Vous voyez, quand je vais à Paris, je vais toujours au musée d'Orsay, entre autres. Hein, je vais au musée d'Orsay. Au Louvre, j'y vais tous les jours, quand je suis à Paris. Tous les jours, parce que le Louvre, on peut y aller tous les jours, pendant 10 jours, et pendant même peut-être toute sa vie, sans qu'on en fasse véritablement le tour. Et quand j'allais au musée d'Orsay, c'était, à part la première fois où j'y suis allée, dès que je passais le guichet, je courais comme une dératée pour aller au premier étage et pour me planter devant un autoportrait de Van Gogh. Et là, je me perdais dans ce tableau et je me mettais à pleurer, 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 pleurer. Car à la vue de ce tableau, j'étais en communion totale avec l'être artistique de Van Gogh. Vous vous rappelez de l'âge de votre première création? Non. Je vais me corriger un petit peu. Est-ce que votre monde, c'était votre première création? Oui. Et en fait, j'avais inventé la performance avant même que je puisse en avoir connaissance. Je me rappelle les premiers émois. Ma mère avait une collection, quoi, pas une collection, mais avait, moi ce que je considérais comme une collection, mais qui n'était pas une collection, c'était un énorme bocal où il y avait plein de boutons dépareillés ou pas dépareillés. Je demandais à ma mère l'autorisation d'aller prendre ce gros bocal de boutons et je le déversais sur le tapis. Et là, je créais un monde avec les boutons. Donc je faisais une armée ou une foule, des spectateurs avec les boutons. Et là, c'était vraiment une performance artistique. Et je contemplais ces boutons que je rangeais par couleur, mais aussi en faisant, je dis, avec par exemple un défilé militaire ou une scène de théâtre avec les acteurs et puis les spectateurs. Et c'était de l'ordre de la performance, voilà. Avant même que je puisse dessiner. Parce que pour vous, l'art, ça a toujours été une transformation du réel. Pour moi, l'art, c'était le réel. Ça a toujours été connecté, en tout cas. Mais l'art était le réel. C'était le monde qui était une illusion. C'était l'art. C'était l'art qui était le réel. C'était mon monde qui était réel.
Le reste, Vous avez essayé quoi comme forme d'art dans votre vie? ben, les boutons. Et après, dès que j'ai su tenir un crayon, c'était, ou des pots de peinture, c'était le dessin. Ça, c'est dans ma pratique. C'était le dessin, après ça a été la peinture. Dès que j'ai appris à peindre à l'huile, où là, ça demande quand même une technique. Voilà. Et après, ça a été la sculpture d'assemblage. Donc, ce que vous décrivez, vous pourriez me le décrire à l'oral? À l'oral. Ouais. Mais là, c'est une sculpture d'assemblage qui représente, non, qui ne représente pas, qui est une fourmi. Une fourmi ailée. Elle est faite comment? Elle est faite avec une selle de Solex, un réservoir de moto, des patères d'école pour faire les pattes, une truelle, une boîte de conserve, un tuyau coudé, 2 aiguilles à tricoter, des cordes de piano, de la moustiquaire et de la durite de camion. Donc c'est une fourmi, elle est. Ils font mal donc. Quoi, je suppose que c'est les mâles qui sont ailés, je crois. Et combien de temps vous avez mis avant de vous... Enfin, donc vous avez fait la sculpture, est-ce que vous avez fait d'autres choses? Non. Et combien de temps vous avez mis avant vous me disiez que vous apparteniez à un mouvement? Combien de temps vous avez mis à... Est-ce que vous avez cheminé entre différents mouvements? Non. Vous avez En fait, j'ai toujours été l'art brut, c'est simple, puisque je suis, on peut dire que je suis dans la mouvance de l'art brut. Donc quand j'étais petite, je ne connaissais pas l'art brut, mais j'étais automatiquement dans l'art brut, puisque l'art brut a pour fondement le fait de revenir à un art produit par un enfant de moins de 5 ans ou un handicapé mental. Comme je suis les deux, je n'ai pas de problème. C'est ensuite que j'ai su, c'est vers 14-15 ans, que j'ai su que l'art brut existait. Et là, je me suis dit, bon, parce qu'il faut bien se revendiquer de quelque chose. C'est important pour vous d'appartenir à un mouvement? Non, 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 c'était pas important. Quoi, c'était pas important, je m'en fous, je vais pas dire, je suis. Non, ça me permettait de savoir que ce que je faisais était de l'art. Et ça me permettait de donner un sens aussi? Non, Non. mais ça me permettait de savoir que ce que je faisais était de l'art. Voilà, En termes de code? en termes de code. Parce que quand on regarde vos peintures, il y a quand même une certaine forme parfois de complexité. Un enfant pourrait pas spécialement peindre ça. Ah non, là, il faut pas confondre la technique et le produit. La technique, de toute façon, plus on crée, la technique avance, malgré soi. Ce qui fait l'appartenance à l'art brut, c'est que on essaie d'oublier toute référence à l'histoire de l'art. Oui. C'était dans ce sens-là. C'est un des... voilà, quand je vous ai dit l'art brut, c'est pourquoi ils disent que l'art brut se révèle véritablement chez les enfants de moins de 5 ans et chez les handicapés mentaux, parce que ce sont des personnes qui ne peuvent pas avoir une connaissance de l'histoire de l'art. Vous voyez? Il faut toujours... Et après, quoi, c'est pas que... Moi, je fais aucun effort pour appartenir à ce mouvement. Je fais aucun effort, ça n'a pas été une décision. C'était un constat. Et je fais aucun effort, puisque maintenant, depuis 2009, je fais ce que j'appelle les boîtes. Et je continue par ailleurs à faire des sculptures d'assemblage. Hein. Là, les boîtes et la sculpture d'assemblage ont été toujours concomitants. Mais j'ai arrêté de peindre. J'ai arrêté de peindre. En 2009, j'ai arrêté. Mais je veux refaire. Hein. Je veux me remettre à peindre. Hein. Il me faut du temps là pour arriver à avoir à nouveau cette obligation de peindre, puisque l'art a toujours été, la production artistique a toujours été pour moi une obligation. C'était une nécessité. Je ne peux pas vivre sans, je ne peux pas continuer à vivre sans créer. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsque je suis allée pour aller en fac de philo, j'ai dû quitter
donc ma ville de Pau pour aller à Toulouse, puisqu'il n'y avait pas de fac de philo à Pau. Et je peignais. Et mes parents, quoi qu'ils fussent très libéraux pour beaucoup de choses, pensaient que je perdais mon temps dans la pratique artistique. Donc m'ont interdit de prendre quoi que ce soit, donc mon chevalet, mes pinceaux, les toiles, la peinture, ils m'ont interdit de les amener à Toulouse. Et comme c'était une année où là, c'est la seule année où ils m'ont payé les études, j'aurais obéi. Je l'ai très mal vécu. Ça a été une des pires choses que mes parents ont pu me faire. Est-ce que vous reteniez quelque chose en vous? Oui. Donc, ce que j'ai fait, comme je n'avais absolument pas les moyens, puisqu'ils me donnaient essentiellement de quoi, ils me payaient mon loyer en colocation et essentiellement de quoi manger, ben, j'ai volé. Donc, mon chevalet, c'était une chaise, là, que j'ai pas volée, hein, et tout le reste, je volais. Parce que c'était une nécessité. C'était une nécessité. J'ai volé, et que je n'avais pas les moyens de les acheter parce que c'est très cher. Hein. Aussi bien la peinture à l'huile que les pinceaux d'huile, c'est très cher. J'ai volé. La seule chose que j'achetais, c'était les toiles. Puisque je faisais des petites toiles à cette époque-là, et donc c'était pas des très grandes toiles, quoi, format A3 au maximum. C'était pas cher, ça je les achetais. Puisque là, c'était très difficile à voler de partir d'un magasin d'art avec une toile sous le bras, quoi. C'est quand même très difficile. Ouais. Mais tout le reste, je l'ai volé. Parce que c'était pas possible. C'était pas possible de ne pas peindre. Et ça a toujours été ça. Si on m'empêche de créer, si j'ai un empêchement à créer, je suis très, 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 très mal. Et ça a été aussi une des causes, une cause vraiment très superflue, mais une des causes de mes ruptures avec les gens avec lesquels je vivais. Ça vous empêchait de créer? Non, non, ils ne m'empêchaient pas de créer. Mais tout le moment où je créais, je n'étais absolument pas là pour eux. J'étais à côté d'eux, mais ils voyaient très bien que plus rien ne comptait. Plus rien ne comptait. Et ça vous a quand même accompagné pendant toute votre vie professionnelle? Oui. Vous réussissiez quand même à maintenir en parallèle la création et le processus professionnel? Et oui, parce que j'ai la chance d'être insomniaque. Et pas de relation? Vous n'arrivez pas à concilier ces trois éléments-là? Non, c'était les gens avec qui je vivais qui en avaient marre. Qui adoraient toujours. J'ai toujours vécu avec des gens qui adoraient ce que je faisais, qui aimaient ce que je faisais, mais qui n'aimaient pas le faire. Le faire, oui. Le concept du faire, F-A-I-R-E. Parce que tout le moment du faire, et en plus après l'effectuation, je n'étais que dans ma peinture ou dans ma sculpture d'assemblage ou dans mes boîtes. Voilà, je n'étais que... Et là, c'était très gênant. Quand je peignais, ma compagne pouvait passer avec le ventre couvert. Non, j'étais dans ma peinture. Et après, j'allais travailler avec difficulté, parce que je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi pour regarder, pour voir ce que j'avais fait. Parce que c'était la réalité. C'était exactement le monde tel que je le voulais. Quand je fais une boîte, et c'est encore le même coup maintenant, quand je fais une boîte, vous savez ce que c'est, hein, parce que je ne vais pas faire des boîtes décorées, quoi, c'est pas ça. Hein, c'est des boîtes qui sont des mondes, où à l'intérieur il y a un monde que je fabrique avec de la récupération. Oui. Et des collages. Et des collages et de la récupération. Et du détournement. Du détournement de référence et de représentation. Ouais, du détournement du détournement d'objets. Oui. Là, déjà quand je fais une boîte, je suis là pour personne. Je me dis, il pourrait y avoir une bombe qui explose à côté, m'en fous. Et en plus, après que je l'ai faite, c'était exactement comme les tableaux, comme les sculptures d'assemblage, il me faut peut-être déjà toute une nuit où je me mets devant quand elle est terminée et où je suis dedans. Parce que ça me permet justement, c'est vraiment, pour moi l'art c'est vraiment je pourrais dire, un support onirique.
ça me permet d'être dans ce... Et j'ai la même, c'est exactement la même chose avec mes créations que les créations des autres. Quand je vous donnais l'exemple du tableau de Van Gogh, je suis le tableau. Je suis Van Gogh peignant ce tableau. J'ai l'impression que vous avez accepté que l'art soit votre réalité parce que vous avez réalisé que le monde ou le rêve, ça avait la même valeur. Ça avait la même valeur d'expérience et d'existence. Oui. Chez moi, il n'y a aucune barrière entre le rêve et le réel. Quelque chose qui s'est passé dans le réel ne prévaut pas sur quelque chose qui s'est passé dans le rêve. Non, c'est sur le même plan pour moi. Il y a une complète osmose. Et vous éprouvez autant de plaisir à vivre quelque chose dans un rêve que de vivre quelque chose dans la réalité. Oui. C'est un exercice compliqué. Non, pas pour moi en tous les cas. Je dois faire même un effort pour pouvoir être parmi ce monde et parmi les autres, pour faire la scission entre le rêve et le réel. Pour pouvoir être un peu comme tout le monde, quoi. L'effort, il est là. Quand je remets la barrière. Mais j'ai horreur d'employer ce terme, on va dire naturellement. Le rêve et le réel, quoi, je préfère dire le monde onirique et le réel sont une seule et même chose, avec une prévalence de l'onirique. Vous rêvez beaucoup ? Beaucoup, 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 beaucoup. Vous rêvez de quoi ? Je rêve... Il y a des rêves qui m'ont marqué, des rêves ponctuels qui m'ont marqué, et puis j'ai des séries de rêves. Et mes séries de rêves sont des séries, par exemple la série des villes, où je suis dans une ville qui n'existe pas, mais qui pour moi existe, parce que cette ville, elle existe, puisque j'y vais régulièrement. Hein. Une ville qui est une ville au bord de la mer, et avec des monuments. Je suis très sensible à l'architecture. J'aime l'architecture. J'aime la création humaine architecturale. J'aime ça. J'y suis très sensible. Et dans cette ville, vous avez il y a cette mer là c'est toujours une ville qui est, mais vraiment au bord de la mer. Et la mer, il n'y a pas de plage, c'est une mer qui aboutit comme sur une sorte sur des sortes de remparts. Et ces remparts, comme je vous l'expliquais dernièrement, ça s'apparente beaucoup aux représentations d'Alma Tadema, un peintre anglais du début du XXe ou fin 19e, je ne sais pas trop, qui représentait dans la mouvance des néoclassiques, qui représentait des scènes de la Grèce antique et de la Rome antique avec des monuments qui étaient en marbre blanc. Et là, il y a plusieurs monuments comme ça qui sont en marbre blanc et d'autres qui sont en pierre orangée. Et je me balade dans cette ville, et cette ville est absolument fabuleuse. Je rêve aussi, et ça c'est des rêves, je vais dans cette ville, et cette ville, souvent, je l'améliore au fur et à mesure de mes rêves. Mais je m'y retrouve. Je rêve aussi, des rêves récurrents sont des rêves, ce que j'appelle les rêves d'appartement ou de maison. Là, il y a deux sortes. Je ne vous ai compté qu'une des sortes de ces rêves d'appartement et de maison. C'est les rêves qui consistent dans le fait que je suis avec des amis dans l'appartement dans lequel je vis, dans la vie réelle. Et des amis me disent, tiens, en fait, il y a une porte là, sur un des murs de l'appartement. Moi, en fait, je l'ai jamais vue cette porte, hein, mais je fais croire que je dis, ah ben oui, oui, oui. Et mes amis me disent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Je dis, bah c'est le reste de l'appartement. Mais je suis toujours très étonnée parce que je ne l'ai pas vue cette porte avant. Et mes amis qui sont là me disent, ah ben tu nous montres? Je dis, bah oui, si vous voulez. Et lorsque j'ouvre cette porte, qui pour moi est la première fois que je l'ouvre, le plus souvent, j'arrive dans une immense pièce, c'est haussmannienne,
qui est immense, qui ressemblerait, comme vous me l'avez dit quand je vous l'ai décrite l'autre jour, et là j'en ferai l'économie quand même de la description précise, qui ressemblerait à une galerie des glaces, mais qui en hauteur, puisque je suis toujours vers ce qu'on pourrait appeler un troisième étage citadin. C'est Haussmannien. Haussmannien, voilà, un troisième étage haussmannien. Et qui est immense et qui avait assez grandes fenêtres qui donnent sur la ville, qui surplombent la ville. Une immense salle avec du parquet au sol, des moulures au plafond. Et à partir de cette pièce qui est absolument fabuleuse, parce qu'elle fait, je ne sais combien, peut-être elle doit faire 300 ou 400 mètres carrés, et qui est illuminée par ces deux côtés où il y a ces grandes fenêtres en ogive qui donnent sur le reste de la ville, avec toujours un ciel qui est, en général, c'est au soleil couchant. Et donc le ciel est toujours avec cette couleur, une couleur un peu orangée, mais qui n'a rien à voir avec le fameux orange dont je parlerai peut-être après, de couleur orangée, mais pas l'orange, hein, avec un grand O. Et à partir de cette pièce, il y a une porte, et là, mes amis me disent, ah ben il y a une porte, je dis oui, puis c'est encore le reste de l'appartement, et là... Alors que vous l'avez toujours pas vu? Non, que je découvre toujours avec mes amis. Malgré le fait que vous fassiez ce rêve Oui. Il y a toujours le fait qu'il y a toujours cet étonnement et cette méconnaissance, alors que pourtant j'ai fait déjà ce rêve, je l'ai déjà vécu. Mais il y a toujours, ça démarre toujours comme ça. C'est une porte que je n'ai pas vue. Toujours. Alors que je fais de très nombreuses fois ce rêve. Mais toujours il y a cet étonnement. Vous savez, comme on peut parler d'étonnement philosophique, comme à l'origine de l'émergence d'une volonté de penser philosophiquement, cet étonnement. Il y a toujours cette phase d'étonnement, toujours. Et donc ensuite, lorsque nous ouvrons la porte qui est dans cette fameuse pièce que j'ai jamais vue et qui est toujours la même, cette immense pièce haussmannienne avec les fenêtres en ogive sur les deux des côtés de la pièce, et qu'il y a à nouveau une porte, qu'on a ouvert la porte, là on se retrouve dans des couloirs, et ces couloirs aboutissent à d'autres pièces, à d'autres appartements que l'on poursuit, et en général, ça aboutit toujours à une salle de cinéma un peu ancienne, un peu ancienne, telle que j'ai pu les connaître dans ma jeunesse, où il n'y avait pas d'informatique, donc c'était projectionniste, une salle de cinéma qui m'appartient. Je ne savais pas qu'elle m'appartenait, mais je fais semblant de ne pas être étonnée, alors que je suis très étonnée. Et ce cinéma m'appartient. Et puis, comme je vous l'ai dit, deux ou trois fois, j'ai rêvé, parce que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, j'ai rêvé qu'en plus, nous arrivions dans un supermarché qui m'appartenait aussi, mais qui était vide de toute personne, de toute caissière, de tout personnel, de tout public. Et mes amis me disaient, mais ça t'appartient? Je dis, bah oui. Et il me dit, mais on peut prendre des choses? Je dis, bah oui, vous prenez ce que vous voulez, et moi aussi je vais prendre des trucs, voilà. Et notamment, vous m'avez raconté aussi que vous rêviez d'être à côté de Nietzsche. Oui, alors ça c'est un rêve que je n'ai fait qu'une fois, avec Nietzsche. Parce que j'ai fait d'autres rêves avec des... Mais moi, c'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Vous étiez qui dans le rêve? Alors, dans le rêve, j'étais Gustave Mahler. Quoique Gustave Mahler et Nietzsche n'ont pas été contemporains. Je pense qu'ils n'ont pas été... Non, c'est pas possible qu'ils aient été contemporains. J'étais Gustave Mahler. Et nous étions à une sorte de banquet. Et il y avait Nietzsche à côté de moi. Et... je disais à Nietzsche, en tant que Gustave Mahler, donc j'étais cet homme, Gustave Mahler, que j'ai, avec ses petites lunettes, son air un peu triste, et un peu coincé, on va dire. Mais j'étais vraiment Gustave Mahler, donc j'étais ce compositeur, et je lui demandais, je lui disais, tu sais, j'ai lu tes livres, voilà, mais... J'ai quelque chose qui m'échappe, je ne comprends pas, j'ai pas l'impression de tout comprendre.
Et là, Nietzsche m'expliquait sa philosophie. Et c'était lumineux. Et Nietzsche me parlait pendant, ce dont j'avais l'impression, me parlait pendant une heure ou deux. Et je comprenais toute sa philosophie. Et c'était à ce moment-là que je me suis réveillée. Et malheureusement, il ne restait rien des explications de ce Nietzsche qui parlait à moi en tant que Gustave Mahler. Moi, ce qui m'interroge, c'est que vous arriviez à rêver d'être une autre personne. Est-ce que ça vous arrive souvent? Oui, très souvent. Et comment est-ce que vous faites le lien entre le... Enfin, quelle est l'interface entre le monde onirique et le monde réel, si ce n'est pas vous dans votre identité propre? Peut-être que, en fait, dans ce que l'on appelle le monde réel, mon identité, c'est très flou. C'est très flou. Vous vous sentez vous vous sentez comme une âme ou comme un esprit? Non. Vous vous sentez comme une personne? Oui. Mais dans la mesure où je ne me sens pas femme, vraiment, je me sens autant, puisque on fait cette distinction, qui est le gros problème. Tant qu'on fera cette distinction, on n'avancera pas. Je me considère aussi comme un homme. Donc je rêve souvent que je suis un homme. Très souvent que je suis un homme. Je suis souvent un homme. Mais en l'occasion, vous rêviez de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire non pas que vous étiez un homme en tant que vous-même Oui, androgyne ou vous-même homme, mais vous étiez un homme autre que vous. Oui, mais oui. Parce que, et en général, ce sont des artistes. Parce que vous vous identifiez à eux complètement, via leur création. J'ai été Van Gogh, j'ai été Mahler, j'ai été... non, j'ai pas été Wagner, hein, parce que Wagner est un gros connard, donc là c'était impossible, même alors que je suis wagnérienne, c'est impossible de me mettre dans la peau de Wagner, quoi. Ça m'est jamais arrivé. Est-ce que vous avez la sensation d'appartenir à une communauté, c'est-à-dire les artistes, ou est-ce que c'était un rapport très personnel et très unique à je suis telle personne? Ou est-ce que c'était je m'identifiais à l'artiste en général? Non, à une personne. À une personne. Voilà. Vous avez un rapport très différencié. Oui. Ouais. Oui. Ou alors, je vous dis, soit je m'identifiais à... Quoi, j'étais, c'est pas que je m'identifiais, j'étais cette personne-là. J'ai pu être Gustave Mahler, j'ai pu être Van Gogh, j'ai pu être je ne sais qui, j'ai pu être aussi Che Guevara, j'ai pu être... Est-ce que vous étiez Che Guevara parce que vous avez la sensation qu'il créait quelque chose lui aussi? Non. Non. Là, c'est ma dimension de politique violente. Vous m'avez demandé de vous parler de couleur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai été, et je le suis toujours, complètement soumise à la couleur. La couleur est le vecteur de mon rapport au monde. Et d'ailleurs, j'ennuie tout le monde avec ça. Parce que je vais m'extasier. Dernièrement encore, et tout le monde a souri, et j'ai bien vu. J'étais chez ma sœur, il y avait ma sœur, mon beau-frère, mes neveux, les enfants de mes neveux, mon fils. Nous étions dans la résidence secondaire de famille, et qui est une magnifique maison avec des très belles choses. Et en partant, ma sœur avait mis, pour que le portail, qui est un portail en fer forgé, ne s'abîme pas, elle avait mis sur... il y a une grosse tige de métal, un butoir, pour pas que ça abîme trop la peinture de ce grand portail. Elle avait mis un petit seau en plastique qui était violet. Mais oui, un petit cache-pot violet. Vous savez, ce qu'on jette, qu'on vous donne, mais que vous jetez quand vous achetez une plante, mais qui était violet.
Et alors que, à aucun moment, alors que je trouvais ça très beau, hein, je l'adore cette maison et je trouve tout très beau, on allait partir, donc on avait ouvert le portail pour sortir la voiture de l'allée. J'ai crié, parce qu'en général je n'ai pas l'extase muette. J'ai hurlé, je dis « Oh, que c'est beau !» Et ma soeur me dit « Mais que c'est beau ?» Je dis « Là, et je lui montre le petit pot en plastique tout merdique, mais qui était violet. Et elle m'a dit, mais c'est qu'un cache-pot en plastique. Je dis, oui, mais t'as vu la couleur? Voilà. Et donc la couleur, c'est très présent. La couleur, c'est très présent. Et à ce propos-là, il y a un... Dans vos rêves aussi? Oui. Alors à ce propos-là, il y a un rêve que je n'ai fait qu'une fois. Qu'une fois. Après, il y a beaucoup de rêves de couleurs dont je parlerai un tout petit peu, quoi, de façon très succincte. Mais ce rêve-là, qui est un rêve que j'ai fait il y a 25 ans peut-être. J'étais sur le Golgotha au moment de la vie du Christ, hein, et je dominais donc Jérusalem avec ses collines. Et c'était tout gris, tout beige, comme j'imagine qu'était cette ville au temps du Christ. Des petites baraques toutes tordues, gris, vert, pas de végétation, tout sec, tout gris et beige. J'étais donc sur le Golgotha, très en hauteur par rapport à la ville qui se déployait dans mon panorama. Je regardais cette ville avec un air encore en me disant c'est moche. Hein. Là, d'un seul coup, j'entends une voix que je reconnais comme être la voix de Dieu, qu'à l'époque je n'étais absolument pas croyante, hein. Mais c'était quand même, dans mon rêve, je la reconnaissais comme la voix de Dieu. Et d'ailleurs, ça m'a ébranlée dans mon athéisme. Ce rêve-là m'a aussi ébranlée dans mon athéisme. Et Dieu me disait, est-ce que tu veux voir la couleur? Je disais, ben oui. Et il me répond, il faut que tu fermes les yeux, que tu te concentres, et quand je te dirai de les ouvrir, tu les ouvriras lentement et tu verras la couleur. Et je faisais ce que Dieu me demandait. Je fermais les yeux et il me disait, tu peux les ouvrir. J'ouvrais les yeux et là j'ai vu une couleur que nous pourrions considérer avec notre vocabulaire et nos sens comme orange, mais un orange que je n'ai jamais vraiment vu dans la vie réelle, ni dans les œuvres d'art, ni nulle part. Un orange qui serait une couleur, parce que c'était une couleur qui n'avait pas de substrat matériel, un éther, comme un éther au sens ancien du terme, un éther orange, mais un orange dont aucun mot ne pourrait le signifier, un orange transcendantal. Et lorsque je me suis réveillée après ça, j'ai toujours été en quête de cet orange. Toujours. Vous l'avez vu? Quelquefois. Mais de façon excessivement fugitive. Et je l'ai vu, non pas, je n'ai pas pu le voir vraiment dans la vie réelle. Je n'ai pas pu le voir vraiment parce que, je vous dis, c'était cet orange transcendantal éthéré, là, la couleur, elle est toujours associée à la matière. Hein. Mais je l'ai perçu quelquefois lorsqu'il y avait des matières qui étaient conjointement orange et jaune. Je m'en suis aperçue que là, quelquefois, ça déclenchait, poum, au-dessus de ces objets que par exemple, comme je vous l'ai raconté, une personne qui portait un bouquet de tulipes jaunes et oranges, j'ai vu émaner
Dans cette différence entre ces deux couleurs matérielles, hein, puisque c'était les couleurs des pétales, j'ai vu cet orange transcendantal éthéré. Parce qu'il y avait orange et jaune. Et souvent, quand je vois de l'orange et jaune ensemble, ça m'arrive de me dire, ah, j'y suis presque là. J'y suis presque. Donc c'est un peu une forme de quête, ouais. Oui, C'est oui, devenu un objectif dans votre vie. oui, oui. Et est-ce que ça participe aussi à une foi dans cette couleur? Non, Non. Elle représente rien de plus rien de plus qu'elle est. qu'un au-delà esthétique, Oui, rien de plus qu'un... une transcendance esthétique. Oui, Et vous faites d'autres rêves avec les couleurs, il me semble que vous pourriez oui, nous raconter celui que vous m'avez raconté hier sur le fait que vous puissiez changer les couleurs oui, du monde. oui. Là, c'est un rêve que je fais souvent. Souvent, c'est des rêves, je suis dans la nature. Hein, c'est souvent dans la nature. C'est peut-être aussi dans la ville, hein, mais c'est souvent dans la nature. Et je marche et je me dis, tiens, j'aimerais bien voir le monde d'une couleur particulière. Alors, vous savez, c'est toujours les mêmes choix. Hein, c'est mauve, violet, orange. Ça change pas trop. Hein, ou rouge. Et dans ce cas-là, il faut que je me tienne. Ben c'est amusant parce que ça reprend un peu le rêve de la couleur orange parce que c'est le même principe. Mais là, c'est moi qui en suis productrice, c'est pas un dieu transcendantal là, qui me permet de voir la couleur. Là, il suffit que je me concentre, il faut que je sois debout face au paysage que je regarde, que je sois debout, que je me concentre, que je serre un peu les poings, que je ferme les yeux, et pendant que je ferme les yeux, il faut que je me dise, quand tu vas les rouvrir, le monde aura cette teinte. Donc je choisis soit mauve, soit violette, soit orange, soit rouge. Et je me concentre terriblement, ça demande un énorme effort. Et non, c'est très difficile. Ça demande un très gros effort de conscience. Et il faut que j'ouvre les yeux très doucement. Et quand j'ouvre les yeux très doucement, je vois le monde entièrement. Tous les objets, tous les arbres, sont mauves, par exemple. Avec des nuances, mais tout est mauve ou tout est orangé. Vous avez déjà connu cette expérience sensible dans le monde réel? De voir, de voir un environnement coloré qui vous a transcendé un petit peu? Ah ben oui, mais j'ai jamais réussi dans le monde réel. On s'entend. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que cet émerveillement, cette Oui, transcendance, oui. à quel moment? Est-ce que vous vous rappelez d'un moment Oui, c'est en général, ça se passe dans la nature. Hein. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup au bord de la mer. Beaucoup. Ou d'un seul coup, la mer et le ciel, et les cieux, voilà, les cieux. du bleu, du coup? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que c'est pas le ciel bleu ne m'intéresse pas spécialement. Sauf s'il est d'un bleu, ce qui m'est arrivé, de voir des cieux d'un bleu qui n'était pas le bleu habituel. Et là, ouais. Ou alors la mer aussi, l'océan, quoi, l'océan beaucoup. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être en extase devant certaines couleurs que prenait l'océan. Ça m'est arrivé aussi, même en Méditerranée, mais beaucoup plus rarement. C'est plutôt l'océan. Et là où ça m'est arrivé beaucoup, c'est sous les tropiques, la mer des Caraïbes. Parce que la mer des Caraïbes, quoi qu'on pense, c'est pas du tout. Vous savez, il y a une couleur de façon très populaire qu'on appelle le bleu des mers du Sud, là, non? C'est pas du tout ça. C'est pas du tout bleu.
Ou c'est pas intéressant quand c'est bleu. La mer caribéenne, elle a de fabuleux, c'est que à des moments, elle est couleur cuivre. Couleur cuivre. Et là, aussi sous les tropiques, vous avez des cieux avec des nuages qui ont des couleurs que vous n'avez pas du tout sous nos parallèles. Et ça vous procure un bonheur visuel. Immense. Immense. J'aimerais qu'on passe à un autre sens. J'aimerais qu'on passe à Louis et que vous me parliez un petit peu de la musique. Vous avez un souvenir musical de votre enfance? Qu'est-ce qu'ils écoutaient vos parents? Alors, mon père écoutait France Musique. Donc, vous voyez, France Musique n'a pas tellement changé. Et puis, nous avions, bien sûr, ce que vous appelez maintenant des vinyles, des disques. Nous, ce qu'on appelait les 33 tours. Donc, mon père aimait le jazz. Mais là, moi, je n'étais pas du tout sensible au jazz, du tout. Mais était un fervent adepte de Schubert. Aimait Verdi, donc on écoutait ça. Vous avez souvenir d'un morceau en particulier? D'une pièce, pardon. Schumann, Grieg, ouais, le concerto en la mineure de Schumann. Voilà, ça c'était la musique de mon enfance. Et j'adorais, sauf le jazz, que je n'aimais pas. Et c'est quoi votre première rencontre? Alors, la première fois où vous êtes sorti du cercle musical familial et que vous avez eu un choc? Alors, le choc, ce que j'estime être le choc musical de ma vie. Parce que Dieu sait si j'aimais Dieu sait, vous voyez, je ne puis m'empêcher d'utiliser ces expressions. De toute façon, moi, comme je le dis toujours, si vous ne voulez pas que je dise Dieu sait, je dis putain, donc... comme il est quand même... Les deux me vont. Donc, Dieu sait où... Putain que j'aimais la musique de Schubert, de Schumann, de Grieg, de Verdi, tout ce que vous voulez, et que ma mère aimait aussi. Hein. Quand ma mère n'aimait pas la musique allemande. Hein. Elle aimait Verdi, elle aimait Bizet, mais elle n'aimait pas du tout, elle n'aimait pas la musique allemande. Parce que ma mère avait une petite répulsion pour l'Allemagne. Ce qui était dommage parce que le père, le vrai père de mon père, qui après a été adopté par un autre monsieur, était un Allemand. Et mon père avait une grande admiration pour toute la culture allemande. Hein, vous avez vu les bustes de Goethe et Schiller, mon père c'était la culture allemande qu'il vénérait. Aussi bien au niveau musical que littéraire, alors que ma mère c'était l'Italie, la France et l'Espagne. Moi, en voyant mes parents, je n'ai jamais cru. D'abord, j'étais contre l'Europe, puisque pour moi, l'Europe, c'était l'Europe du capitalisme. Hein. Mais d'un point de vue quasiment instinctif, je ne croyais jamais que l'Europe aurait été possible. Puisque j'ai toujours vu mes parents se hurler dessus, culturellement, l'un défendant la culture allemande et les cultures du Nord, et ma mère défendant les cultures méditerranéennes. Ça a toujours été un sujet de dispute énorme entre mes parents. Énorme. Et le véritable choc, vers mes 15 ans, mon père m'a offert un poste à modulation de fréquence, pour moi, puisqu'il était le maître de la radio, et donc c'était toujours France Musique, et de temps en temps des émissions de France Culture, et moi, j'écoutais aussi France Musique, volontairement, mais je m'étais aperçue que France Culture, c'était vachement bien. Et que les émissions que mon père n'aimait pas à la France Culture, moi, étaient des émissions que j'aimais. Donc ça m'a permis, qu'il n'y ait plus la guerre des ondes, comme il y avait dans la maison, et que je puisse écouter France Culture, toute seule, dans ma chambre, tranquillement. Voilà. Et mon père m'a fait quand même ce cadeau émancipatoire, qui était un poste à modulation de fréquence qui m'appartenait, sur lequel je pouvais écouter France Culture, même les émissions qu'il trouvait
inepte à France Culture. Et un été où, je ne sais pour quelle raison, nous étions dans l'appartement de ville, parce que normalement nous passions tous les étés dans la résidence secondaire à la campagne. Je ne sais pas pourquoi, c'était le soir, donc je mets France Culture. Et là, comme on discutait beaucoup dans notre famille, donc le soir on restait à discuter assez tardivement. Et quand je me suis couchée, j'ai mis France Culture. Et là, France Culture effectuait la retransmission de Bayreuth. Et c'était la retransmission de Tristan et Isolde, de Tristan und Isolde, que je n'avais jamais entendu, puisque Wagner était interdit dans le cercle familial. Interdiction par mon père. Et de toute façon, ma mère n'aimait pas Wagner, en plus. Et mon père, là, c'était une interdiction liée à pour des raisons politiques. Et je suis tombée quasiment au début, mais pas complètement au début, donc je n'ai pas su ce que c'était. Je n'ai pu savoir qu'à la fin du premier acte, ce que c'était. J'ai allumé mon poste radio et je suis tombée sur... C'était en fait le début de Tristan und Isolde. Et là, j'ai été subjuguée. Cette musique m'a totalement transpercée. Je me suis dit, si j'étais compositeur, c'est ça que j'aurais composé. Ça a été une fulgurance. Ça a apporté quoi à votre monde? Une dimension encore plus grande. Là, par Wagner, après il y a eu d'autres œuvres wagnériennes, la tétralogie, hein, entre autres, parce que je n'aime pas tous les opéras de Wagner. Hein. Les opéras de jeunesse, je n'aime pas, plus ou moins jeunesse, hein, parce qu'il a commencé quand même à composer assez tardivement, par rapport à d'autres compositeurs qui ont commencé très jeunes. Parce que Wagner, comme Hitler, voulait être peintre au début. Et donc là, Tristan et Isolde, ça m'a fait devenir immense. Et après, je n'ai eu de cesse que de l'écouter. Je crois que le premier achat, parce que ça coûtait très très cher à l'époque, les coffrets d'opéra, coûtaient très très cher. Le premier achat cher que j'ai effectué dans ma vie, ça a été un coffret de Tristan et Isolde par Kirsten Flagstad et Suthaus. Justement bayreutien. Et ça ne m'a jamais quitté. Je suis toujours wagnérienne. Vous écoutez de la musique pendant que vous créez? Est-ce que vous en écoutez directement ou alors peut-être indirectement? Est-ce que vous avez des airs dans la tête pendant que vous créez? Ah mais les airs dans la tête, là, je les ai tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas un seul moment où je n'ai pas besoin de baladeur, moi, ou je ne sais comment on appelle ça maintenant. Je n'en ai absolument pas besoin, puisque ça défile. Si je décide d'écouter Wagner, poum, je mets dans ma tête telle interprétation, et c'est bon, quoi. Si je décide d'écouter de Richard Strauss, Electra ou Salomé, poum, je le mets dans ma tête. Si je décide d'écouter les Guru Leaders, boum. C'est un peu frustrant que de l'écouter en vrai? C'est pas pareil. Ouais, c'est pareil. C'est pas pareil. Là, je vais pas me mettre à pleurer quand j'ai, par exemple, Tristan ou Isolde dans la tête, ou quand j'ai Electra ou Salomé ou Wozzeck. Je suis pas dans l'extase quand je l'ai dans la tête. C'est seulement un accompagnement. Et pour peindre, oui, je mettais la musique. C'était nécessaire. C'était nécessaire, puisque ça m'aidait. Ça vous plongeait vraiment? Ça me plongeait dans le truc, ouais. Parce que je transformais la musique en peinture. Mais en fait, l'origine du tableau n'était pas la musique. En fait, l'origine du tableau était le fait que j'ai vu ça dans la vie réelle, ou dans un rêve. Voilà. Pour vous, le lien entre le pictural et le musical, il était évident? Ben ouais, oui. Et donc, Wagner a vraiment transformé
ma vie. Puisque Wagner m'a permis d'accéder à Mahler, d'accéder à Richard Strauss, d'accéder à Alba de Berg, à Schoenberg, voilà. Et m'a permis de revisiter Schubert aussi. Et en portant certains leaders de Schubert qui sont pour moi terriblement producteurs d'extase. Très très rapidement, pour vous, il y a quelque chose qui a dépassé la musique classique de cette époque-là? Il n'y a rien qui dépasse quoi que ce soit. Rien ne dépasse quoi que ce soit. Ok. Dans la mouvance de Wagner, voilà, dans les années 2000, je me suis mise à aimer le heavy metal et le hardcore. Là, c'était en liaison avec Wagner, parce que je disais toujours, si Wagner c'est ça qu'il ferait. J'ai toujours pensé que si Wagner était du 21e siècle, ou de la fin du 20e, il aurait fait de l'heavy metal ou du hardcore. J'ai souvent rêvé, tiens, que j'ai souvent été un Chanteur de heavy metal. oui, j'ai souvent été Dagoba, par exemple. Et ça veut dire quoi, plus largement que la musique, être wagnérien? Est-ce que ça décrit quelque chose de plus que de la musique? Non. Non. Très bien. Non, si ce n'est que ça me fait explorer un continent qui m'est quelquefois éloigné, le continent de l'émotion. Et le continent de l'amour, qui m'est étranger. Ça me permet aussi de pouvoir... Alors là, c'est plutôt alors pas Tristan und Isolde, mais plutôt la tétralogie ou Richard Strauss. Là, c'est la violence. Voilà. C'est un exutoire aussi? C'est un exutoire. Oui. Oui, oui. Ah oui. Quand je suis très, quand je sens que la violence est prête à se matérialiser, je vais écouter Salomé ou Electra, les passages les plus violents de Salomé ou Electra, ou je vais écouter de l'heavy metal. Vraiment la fonction cathartique de l'œuvre d'art, quoi. Au lieu d'essayer de tuer mon voisin ou de préparer un attentat contre notre cher président, ça me permet de ne pas passer à l'acte. Oui, ça a cette dimension-là. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur la musique? Sûrement. Parce que ça veut dire quoi pour vous autrement que ça, la musique? Quelle est la dimension que vous n'avez pas évoquée là? C'est la condition c'est la condition de ma volonté de perdurer dans l'existence. C'est un rôle existentiel pour vous? Oui. Qui vient juste après mon fils. Est-ce que c'est une question de plaisir auditif? Non. C'est quoi? C'est au-delà. C'est un Au-delà. plaisir métaphysique? C'est pas un plaisir. Pas un plaisir. C'est une nécessité. Juste en dessous de la nécessité que représente mon fils. Juste en dessous. Quand j'écoute Wagner, par exemple, Tristan ou Isolde, je n'écoute pas la musique. Je suis la musique. Ça vous habite? Plus que ça. C'est vous. C'est moi. C'est moi. Ça s'incarne comment au niveau sensoriel? Puisque vous avez dit que c'est là où vous reconnectez avec certaines émotions. Est-ce que c'est une question de possession? Vous reprenez possession de quelque chose? Ça prend possession de vous? Non, mais ça me permet d'être à l'aise avec ma dispersion. Je suis bien. Parce que je suis le son. Je suis bien. C'est douloureux aussi, hein. Ça peut être très douloureux. Mais je suis bien. Même je suis bien dans la douleur. Mais je suis. Voilà. Ça vous replace dans l'espace?
C'est un autre rapport à l'espace que le son diffuse dans Oui, l'espace. oui. Alors là, il y a, vous savez, la musique que j'écoute chez moi, et puis il y a quand je vais dans un concert. C'est deux choses très différentes. Quand je vais à l'opéra, ce que je vois, parce que c'est visuel, et je le vois, hein, je le vois et je le sens, quoi. À ces moments magiques où là vraiment il y a une interprétation qui est très bonne, hein, et que vous avez un public de connaisseurs de personnes qui ne sont pas à l'opéra pour paraître, mais qui sont à l'opéra pour vraiment écouter parce qu'ils sont, comme moi, passionnés par ce qui est mis en scène. Je vois et je perçois, et c'est à des moments, vous savez, quand vous êtes à l'opéra, des moments où il n'y a plus vraiment la scène, il n'y a plus le public, mais je vois des grandes volutes qui émanent du public, des volutes qui sont un bleu-vert, très belle couleur, des sortes de volutes là aussi éthérées, vraiment comme de l'air, mais qui est coloré, qui font des volutes et qui arrivent jusqu'à la scène, jusqu'au chanteur et jusqu'à l'orchestre, et qui repartent vers le public et qui nous englobent tous. Et là, je sens une communion humaine Que vous ne retrouvez nulle part. nulle part ailleurs. J'ai l'impression que nous sommes qu'un avec le public, la musique, les chanteurs, l'orchestre. Nous sommes qu'un, et ce que nous sommes, c'est ces fameuses volutes qui ne cessent d'aller et venir entre dans l'espace. Et donc là, c'est encore un sentiment différent. Parce que là, autant l'écoute de la musique chez moi, avec des wagnériens par exemple, ou avec des straussiens, il y a une communion, mais là on n'a pas besoin de. Je vois pas de volute, je veux dire, c'est une communion, voilà, parce que je suis amie avec des wagnériens, straussiens, puis qu'on écoute la musique, on se met à chialer tous les deux, ou tous les trois, et c'est bon quoi. Mais à l'opéra, là, c'est autre chose qui se passe. Vous avez un rapport qui n'est pas seulement un rapport individuel à l'art, qui est un rapport collectif. Vous consommez de l'art avec des gens. Oui, ben oui, quand je vais à l'opéra, et c'est ça qui se passe. Mais ce que je veux dire, c'est que même avec vos amis, quand vous êtes à deux ou à trois, même avec votre fils, Oui. vous avez quand même un rapport qui reste. Ah oui, qui est hyper intime, mais qui finalement aussi s'incarne dans la communion que vous avez avec les autres gens. Oui. Chacun a un rapport intime avec vous. Oui. Mais bon, vous savez, être wagnérien et straussien, on est peu quand même. Oui, mais déjà, vous supportez la présence de quelqu'un d'autre. Oui, on Oui, est peu. Mais le problème, c'est pas moi, c'est les autres qui en ont marre. Avec mon fils, par exemple, nous avons trouvé un modus vivendi. Lui, il est passionné d'informatique au sens de la programmation, hein, et donc des questionnements épistémologiques autour de la programmation et des mathématiques. Moi, chose qui m'est totalement extérieure et à laquelle je ne peux pas accéder parce qu'il me manque, j'ai un tel déficit en mathématiques et en sciences informatiques que c'est pas la peine. Donc il m'en parle, mais comme j'arrive toujours à quand même, quand on arrive à l'épistémologie, dans ce qu'il me dit, qu'il a découvert, qu'il a trouvé, qu'il a lu, on arrive toujours Parler la même langue. à parler la même langue quand on se met à parler d'épistémologie. Que je lui dis, ah ben tiens, là, ça ne remettrait pas en cause tel truc en épistémologie, quoi. L'épistémologie, c'est l'étude des connaissances. Comment elles sont construites, sur quoi elles sont fondées ou comment elles ont évolué. Mais quand même, mais il sait que ça me gonfle un peu. Parce que vous imaginez ce que c'est de quelqu'un qui vous parle de programmation informatique dans la grande histoire des mathématiques du 18e jusqu'au 21e, quoi. Donc,
quand j'accepte toujours qu'il m'en parle, mais il y a une contrepartie, c'est-à-dire que j'ai le même temps qui m'est imparti pour Wagner et Strauss. Donc soit lui faire écouter, soit l'écouter avec lui, soit en parler. Mais autrement, je sais très bien que je gonfle les gens. Et avec mon fils, c'est une source de plaisanterie. Puisque quand même, c'était, je pense, l'été dernier, l'été avant-dernier, j'en étais arrivée, puisque là, je sentais, là, il voulait vraiment me faire plaisir. Donc, et en plus, comme il m'avait bien bassiné avec la programmation pendant des heures, là, je me disais, là, j'avance mon pion, et puis je voyais que plus j'avançais mon pion, il disait toujours pas non. Donc, j'en suis arrivée à... j'ai trouvé sur Internet... non, mais vous allez voir, là, c'est la faille qu'il peut y avoir chez les Wagneriens. Vous savez, on est un cercle... c'est un cercle Richard Wagner, hein, ça existe, le cercle Richard Wagner. C'est un cercle très, très fermé et très monomaniaque. Et c'est un cercle mondial. Et bon, il y a le cercle Richard Wagner français, il y a le cercle Richard Wagner allemand, japonais. On est... voilà. C'est une communauté très restreinte, monomaniaque dans la communauté des hommes. Internationale. Hein. Et j'ai trouvé sur Internet un gars, c'est un japonais, qui a fait une compilation des applaudissements négatifs des représentations à Bayreuth sur à peu près 30 ans. Les moments où le public n'a pas été vraiment content, qu'il y avait une scission dans le public, des gens pas contents et des gens contents. Et il n'y a que ça. Hein, et c'est, il y a au moins une vingtaine, parce que en général, le public à Bayreuth, vu le prix de la place qu'ils ont payé, en général, ils applaudissent, ils sont très contents. Mais il y a eu des moments à Bayreuth où il y avait une scission dans la salle avec des gens qui n'étaient pas contents. Parce que ce qu'ils voyaient et ce qu'ils entendaient ne leur convenait pas. Parce qu'il faut bien savoir que quand même, chez les Wagneriens, vous avez 80% de personnes qui sont quand même très figées, esthétiquement, très passéistes et, je dois le dire, d'extrême droite. Je dois le dire. Et là, j'ai donc fait écouter à Tristan, à mon fils, je lui ai fait écouter, je lui ai dit, écoute, j'ai trouvé un truc formidable, c'est, alors je ne sais quel est le terme anglais, c'est booing, les applaudissements, les manifestations de mécontentement à la suite d'un pestacle. Je dis exprès pestacle, parce que mon fils disait ça quand il était petit, et c'est toujours resté, j'ai dit toujours pestacle, d'un pestacle bayreutien. Vous imaginez la niche. Tristan les a écoutés. Mais je crois que depuis l'année dernière, j'en entends parler à chaque fois. Dès que je montre un petit recul par rapport à ces réflexions sur l'histoire des mathématiques et des sciences informatiques, il me dit, maman, n'oublie pas que tu m'as fait quand même écouter. Voilà.